Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez. Nous sommes heureux de vous rencontrer devant vos petits et grands pour votre émission Économie et Développement. Économie et Développement est une émission de la radio-télévision de Bukasai. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégies à mettre en place pour améliorer les conditions socio-économiques de la communauté est-kassaïenne, pour la simple raison que vous connaissez que pour le moment, les Kassaïens sont en train de quitter leur province pour aller vivre ailleurs en vue de rechercher le bien-être. Nous allons voir qu'est-ce que les autres ont déjà fait. C'est pour cela que je reçois sur ce plateau M. l'abbé Stani Kanda. Je vous le présente. Stani Kanda est promoteur de l'initiative pour le panier de la ménagère, qui est une organisation non gouvernementale, IPAMEC en cycle. Et à ma gauche, je reçois M. Benjamin Pirard. M. Benjamin Pirard, qui est à ma gauche, est ici pour l'encadrement de la jeunesse, toujours dans le cadre de cette initiative. Monsieur l'abbé Stani, bonjour. Bonjour. Monsieur Pirard, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir sur ce plateau de la télé de Bukasai à l'occasion de cette émission Économie et Développement. J'avais déjà rappelé à nos téléspectateurs que les invités que je reçois, c'est dans le cadre de l'IPAMEC, donc l'initiative pour le panier de la ménagère. Et monsieur l'abbé Stani Kanda, vous êtes promoteur de l'IPAMEC. Comment l'idée a germé? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour mettre en place une telle initiative? Bon, l'idée a germé en partant d'une réflexion communautaire. Ce n'est pas du ressort de ma propre réflexion, mais on se dit qu'on était tous frappés par la souffrance et la misère. Comment sortir de la souffrance et de la misère? Nous avons pensé que la cellule principale, le siège même de la sortie de la grande crise sociale serait de nous retourner vers la famille. La famille étant le siège dans lequel on pourrait s'approcher pour voir est-ce que le panier de la ménagère est suffisamment équilibré que pour produire de quoi nourrir une famille. Ainsi, nous avons vu toutes les initiatives qui peuvent travailler à la promotion de la garniture du panier de la ménagère et en ciblant évidemment une population qui était une population échantillon, qui est celle de Chibombo. Et nous avons pris l'initiative du panier de la ménagère, qui est une ONG qui est sur terrain depuis les années 2005. Donc aujourd'hui, on en est quand même à un bout de chemin avec. Donc, en ciblant une partie de la communauté est-kassaïenne qui est à Chibombo, est-ce que vous avez trouvé un certain intérêt parce que vous n'avez pas ciblé une autre communauté, seulement celle qui était à Chibombo au départ? Au départ. Oui, c'est parti de certaines acquaintances. Les acquaintances dues d'abord à une histoire commune. Je suis aussi refoulé du Katanga, particulièrement pour les événements de 92-94. Nous sommes arrivés dans ce grand ensemble de refoulement. Ça, c'est de un, une histoire commune qui constitue une mémoire commune en tant que communauté. Mais de deux, nous avons partagé ce que tout Congolais partage aujourd'hui, à savoir la misère, une situation misérable dans le siège de notre pays. Et de trois, nous nous sommes dit, on ne va pas avoir la prétention de commencer un développement sur l'échantillon de toute la République du Congo. Il faut bien cibler. Et pour le Kassai, que nous connaissions à l'époque très peu, parce que venant du Katanga, il y avait donc une population que je connaissais plus ou moins bien, c'était celle de Chibombo. Et je me suis dit, bon, partons d'abord d'une cellule, d'un tissu bien maîtrisable, avant d'avoir des ambitions peut-être beaucoup plus larges. Et le PAMEC, initiative pour le panier de la ménagère. Donc vous avez plus ciblé la femme. L'homme ne vous a pas intéressé dans ce projet? Non, mais il s'agit bien de la ménagère. La ménagère, nous savons que dans notre culture et la base même, qui est la gestionnaire première d'une famille, ça reste quand même la maman, la femme, qui gère tant bien que mal l'ambiance de la famille, l'équilibre psychologique et sociétal même de la famille. La femme est un agent primordial
même si nous avons encore la culture patriarcale, mais on est toujours autour de la maman. Et c'est en essayant que la femme devienne l'agent de développement principal qui saurait équilibrer, avoir l'information pour équilibrer son panier, que nous pensons avoir trouvé la bonne chose, quoi, parce que le papa ne va pas s'opposer à ce que la maman prend comme initiative, c'est pour que tout le monde soit en paix. Voilà un tout petit peu. Ok, merci. Mais l'initiative commence toujours par la pensée. Oui. Et puis, pour que ça soit chose faite, il faut matérialiser. Vous avez pensé, initier ce projet, mais vous avez commencé sur le terrain quelque part. Par où avez-vous commencé et avec quels moyens? Parce que vous-même vous dites que vous étiez refoulé. Oui. À l'époque, quand je suis arrivé ici à Mbujima, j'étais professeur au petit séminaire et vice-recteur au grand séminaire de Mbujima. J'étais aumônier chargé avec l'abbé Martin Mutombo de l'animation du camp de Chibombo. Et c'est dans cet élan-là que nous avons commencé avec 2 ou 3 familles, tout simplement, à faire de la réflexion. Et de là est né le désir pour moi de prendre de la compétence dans la matière, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de connaître la philosophie, la théologie et d'autres choses, mais je me suis dit, bon, pourquoi ne pas avoir des compétences en agronomie? Ainsi, je me suis investi à devenir moi-même zootechnicien et agronome de formation pour pouvoir accompagner cette population. Nous sommes partis de 3 familles et aujourd'hui, c'est pratiquement tout le camp. Les premières activités en quoi ont-elles consisté? Elles ont été principalement dans le domaine agropastoral. Et ça s'explique de par ma formation, donc agronome et zootechnicien. J'ai ciblé les jardins parcellaires et l'élevage des lapins. Et ça portait? Oui, ça a vraiment porté parce que l'intuition fondamentale, c'était qu'une famille devienne la cellule, l'école familiale d'agronomie commençait dans chaque famille et dans chaque parcelle. Ce qu'on a dû cibler en premier, c'était d'abord des potagers autour des légumes les plus affectés localement, à savoir les bitekuteku, qui sont les amarantes. On voit le cycle végétatif des amarantes, combien elles produisent pour qu'une maman puisse elle-même s'approprier et pouvoir produire la protéine végétale. Mais que faut-il de plus merveilleux que d'avoir 17 jours pour avoir un bol plein de protéines végétales? Nous nous sommes dit, voilà la plante appropriée qui va très vite. Mais du côté élevage, on a ciblé plutôt le lapin en me disant avec ce atout, on pouvait faire de la chèvre qui est bien mangée ici et tout ça, mais j'ai vu plutôt la prolificité du lapin qui va déporter de 8 à 12 petits, et en 28 jours, je sais avoir une prolificité avec 4 portées annuelles. Donc nous pouvons arriver à lancer une famille qui est en mesure de produire la protéine animale, mais aussi la protéine végétale, et que la bête qui est dans la basse-cour lui donne des fientes pour pouvoir faire un compostage. Donc la famille devenait plus responsable sur la petite parcelle et pouvait alors poser des questions subsidiaires qui sont fondamentales, à savoir l'éducation de son enfant et tout. Donc c'est dans ce sens-là que la cellule familiale devient la base du développement, et je pensais donner ma petite contribution dans ce sens-là. D'accord, mais aujourd'hui, si vous faites l'état des lieux des activités déjà de l'UPAMED, vous n'êtes pas resté comme au début, quelques dizaines d'années après. Essentiellement, quelles sont les activités qui sont menées par l'UPAMED sur le terrain? Même si vous n'êtes pas ici sur le terrain tous les jours. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au départ, on a visé ce qu'on appelle généralement en développement la sécurité alimentaire, à savoir le pôle alimentaire, mais aussi le pôle de l'eau. Donc, en ayant eu les cultures et l'élevage, nous sommes passés plutôt à avoir des puits d'eau, et nous avons pu, à force de travailler ensemble, les besoins venant et par l'existence. Chaque jour, il y a des choses qui nous sont dictées. Ainsi, nous sommes passés de l'alimentaire pur pour voir le secteur nutritionnel. Les enfants qui étaient sous-alimentés, qu'on retrouvait sous Chibombo, de 0 à 6 ans, pouvaient être accompagnés, soit en les recommandant des centres plus compétents, soit aussi en donnant tant qu'on pouvait le faire, des soins appropriés. Mais les enfants en décrochage scolaire, peuvent avoir aujourd'hui à Chibombo des écoles de devoirs. Des écoles de devoirs où ils viennent faire des cours de récupération pour rattraper le cours à l'école, parce que nous avons quand même
des petits points d'électrification par panneaux solaires que nous pouvons suivre et faire promouvoir. Nous avons aussi pour les jeunes toujours, pour qu'on ne reste pas simplement qu'à l'assistanat, on les a mis en route, on a essayé de mettre en route des secteurs de professionnalisation. Donc ainsi elles sont nées la menuiserie pour les jeunes, des métiers, comme les jeunes garçons font des métiers et quand ils ont appris un peu de menuiserie, on peut lui donner un petit secteur d'autonomie qu'il peut être lancé. Ça c'est un projet en vue. Les filles dans le décrochage ont maintenant un centre de coupe et couture qui fonctionne sur place. Si on arrive à bien structurer sur tout cela, on mettra aussi des jeunes filles en route. Les mamans qui sont assoiffées de faire un travail, d'apprendre un travail pour devenir indépendant, ont déjà sur le site maintenant un centre pour la savonnerie, une machine de savonnerie de capacité de 700 savons journaliers est déjà en fonctionnel sur Chibombo, donc on peut quand même produire autant de savons régulièrement. Celles qui ne sont pas très attirées par la savonnerie restent soit dans le secteur du potager parcellaire, soit aussi dans le secteur de la pâtisserie, parce que la boulangerie est là, ils approvisionnent Mbujima et bon, peut-être les villages alentours avec un peu de pain, nous le faisons. Et du côté homme, masculin, nous avons le secteur cordonnerie qui a été aussi lancé, donc on sait arranger ses souliers, un peu leur donner un petit plus avec la petite cordonnerie qui existe. Et voilà, j'ai fait un peu la ronde. Cette année, le gros projet qui nous a préoccupé, c'était l'adduction d'eau. Et nous venons de terminer une installation, d'où le motif de ma venue, entre autres, c'est pour que cette installation d'eau soit lancée. Donc, nous sommes partis d'un petit secteur, mais la vie ne se limite pas qu'à un secteur. La vie est plurisectorielle. On fait ce que l'on peut faire en fonction des besoins des gens. Donc, à l'issue de cette évaluation, est-ce que vous avez perçu un certain impact des activités de l'IPAMEC sur son milieu d'implantation? Les impacts sont vraiment très réels. Hein. Franchement, c'est une consolation. Consolation pour ceux qui nous soutiennent de l'extérieur, mais consolation aussi pour nous-mêmes qui venons sur place réaliser que les mamans ou les personnes qui aujourd'hui peuvent témoigner qu'il y a des enfants, il y a des familles qui ont même scolarisé leurs enfants à partir de leur potager ou à partir de la basse-cour. Au départ, on avait les enfants qui étaient parrainés par IPAMEC, mais aujourd'hui, certains parents vous disent, Monsieur l'abbé, nous on n'a plus besoin d'un parrainage d'autant d'enfants, on a peut-être besoin d'un seul, ou d'avoir, qu'on parraine un autre enfant, ou des petits-enfants, des jeunes qui ont eu à élever à faire leurs élevages et qui ont payé leurs études. Cette année, on a eu 2 diplômes décrochés avec des jeunes qui ont commencé l'élevage dans IPAMEC, qui ont étudié et qui ont eu leur diplôme aujourd'hui. Donc l'impact est assez palpable, je crois. Mais disons que maintenant, vous parlez de jeunes qui ont repris quand même le cours, principalement qui ont appris le métier. Oui. Mais l'IPAMEC avait ciblé une population, commençant par la famille qui est le noyau de toute la communauté. Mais je ne pense pas que toutes les familles ciblées avaient des compétences dans les métiers qu'elles exercent aujourd'hui. Est-ce que vous avez dit importer une main-d'œuvre étrangère pour leur apprendre, ou bien comment ça se fait que subitement les gens sont déjà dans le bain qui leur a appris à nager? Ah oui. Mais c'est vrai que du point de vue compétences, moi je dis toujours, et Benjamin va peut-être témoigner, c'est le même langage que je dis en Belgique, les compétences, nous les avons ici chez nous. Donc nous avons suffisamment de gens qui connaissent beaucoup de choses, mais ce sont plutôt des mesures d'accompagnement de ces compétences qui peuvent être soutenues. Là où nous sommes limités, nous demandons à nos frères, qu'ils soient d'ailleurs ou d'ici, de dire, mais voilà ce que moi je peux faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'accompagner? C'est un tout petit peu dans cette perspective qui permet à travailler en se basant sur les compétences qui sont sur Chibombo, et moi à l'extérieur, nous m'entoure aussi d'autres compétences, nous échangeons. On n'a pas, et le terme qui me fait un peu tiquer, c'est personne n'apprend à personne, on échange. Donc il n'y en a pas qui sont en Europe qui apprennent aux Africains à faire des choses. Non, les Africains peuvent aussi échanger et prendre ce qui est bon à faire ou à ne pas faire. C'est dans cette perspective. Mais c'est jamais parce qu'il vous a cité comme témoin sur la question de l'expertise. Est-ce que vous êtes vraiment témoin de ce qu'il dit? Oui, tout à fait. Écoutez, je ne suis pas encore vraiment allé sur le terrain pour l'instant, mais ce que je peux constater, c'est que ce qui est sûr, c'est que le Congo ne manque pas de ressources, de connaissances en tout cas,
Et c'est juste une question de savoir les exploiter. Et pour cela, comme Stanis disait, il manque peut-être juste le petit ingrédient qui est là pour que les gens prennent conscience que finalement, il suffit de mettre en pratique ces connaissances qui sont là en tout cas. Ok, merci beaucoup. Avec Stani, oui. Au commencement, l'idée a germé, puis on a commencé par où on devait commencer, avec le moyen de bord, comme on dit toujours. Mais à regarder les permis, je suis de ceux qui visitent et régulièrement font des reportages sur les activités de l'IPAMEC. Et même mon PCA que vous venez de visiter est allé là par plusieurs fois et a aussi un peu mis la main à la pâte dans la mesure du possible. Mais aujourd'hui, c'est une grande chose. Il y a une grande maison avec beaucoup de gens, beaucoup. Quelles sont les sources de financement de ce projet? Je vous sentez venir avec la question. Oui, elle devrait venir. Oui, la source de financement pour IPAMEC, ça reste des sources très très modestes. Personnellement, particulièrement, nous regardons la même dynamique de panier des ménagères. Et ce que nous faisons en Belgique, particulièrement où je suis plus permanent, on va plutôt parler aux ménages, on parle aux différentes personnes, des individus et des particuliers qui acceptent de parrainer un projet. Ça peut être un projet sur un puits d'eau, un projet sur la menuiserie, la coordonnée, tous les différents projets. D'où l'explication avec la présence de Benjamin qui vient, par un coup de téléphone, hein, on a eu un coup de téléphone, Benjamin, je rentre au Congo, il me dit, je suis intéressé, je lui dis, mais qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, tu peux parrainer un projet sur la jeunesse. Et nous venons pour justement inaugurer un projet avec les jeunes. Et ça sera un début de quelque chose qui aura certainement de l'avenir. Il n'y a pas un poste de financement tout particulier. Je peux dire que nous travaillons beaucoup dans IPAMEC avec le capital confiance. C'est une personne qui a donné, soit-il 50 euros, ou 40 euros, ou 20 euros, pour quelque chose de particulier, même pour un lapin ou une houe, a le droit de regard et du suivi de cette houe-là. Et ainsi, je mets les personnes en confiance et la suite, vous les avez dit vous-même, vous voyez combien, où on en est en 5 ou 6 ans, ce qui a été produit et qui peut être reproductible ailleurs ou quoi, avant de voir les grosses enveloppes qui doivent accompagner ça. Ah, donc vous voulez dire que vous êtes satisfait sur le travail que vous avez trouvé sur le terrain? Je suis satisfait. Dans toute œuvre humaine, il y a des limites, il y a des choses à améliorer. Nous sommes en train de voir ce qu'il faut améliorer, mais en gros, je crois que pour une des petites initiatives prises localement et soutenues, je l'affirme, par la population locale et par la population paysanne locale, parce que l'agent de développement reste le paysan qui accompagne le projet, qui s'approprie du projet et qui accepte une ouverture dans le sens d'un encadrement à faire avec lui, parce que là, les compétences, nous ne les avons pas toutes. Et il faut avoir l'humilité de partager et de se faire aider. Je pense que vous avez parlé de projets. Je suis un des coordonnateurs de projets, même dans mon organisation non gouvernementale, la Fondation ADC pour le développement du Kasaï, dont cette chaîne est une branche de communication. Je pensais à l'autoprise en charge de la communauté à la base. Et parce que j'ai lu beaucoup de projets, ce sont des gens qui viennent avec des projets, qui viennent, qui les exécutent, qui font des rapports et qui partent. Et la plupart des gens pour lesquels le projet a été initié ne sont même pas intéressés. Et vous pensez qu'il permet qu'est sorti de ce sentier? Bon, je peux en donner l'assurance sans tomber dans la vanité de vantardise, mais je pense que vous avez été sur terrain vérifié dans certains travaux. Aujourd'hui même, il y a des gens, pour preuve, quand on était avec vous, qui, me voyant, ne savent même pas que je suis promoteur de ce projet. Mais ils sont plutôt contents de savoir qu'un projet les accompagne. Et le projet, c'est IPAMEC. Ces personnes qui sont les premiers bénéficiaires du projet ont été à l'origine de la conception. Donc, parce que l'idée est posée, avec Benjamin, on a dit, bon, il sait pourquoi il dit que je ne sais pas encore comment y aller. On pose la question, on renvoie la question au Congo. Parce qu'on va dire au Congo, on vient vous installer les toboggans, il y a une plaine de jeunes, venez apprendre à monter sur un toboggan. On se demande, mais qu'est-ce qui est intéressant pour les enfants? Dans le camp, qu'est-ce qui peut être fait? Et voilà, nos compétences viennent rejoindre les compétences locales. Et les gens s'approprient du projet dès le lendemain.
Moi, je ne suis pas propriétaire de toutes les maisons qui sont construites, ni les toilettes. On a des toilettes qui sont très nombreuses, mais sur des parcelles de personnes. Donc, ce n'est pas des choses qui sont à Ipamer ou à la Bestanie en Belgique, ce sont leurs toilettes. Et voilà, pour preuve, avant l'installation des toilettes dans le côté sanitaire pour les toilettes, qu'est-ce que l'on fait comme procédure? Il y a d'abord une sensibilisation, que la personne prenne conscience de l'environnement sanitaire pour elle et pour sa famille et pour l'enfant. Un enfant qui est en bonne santé, on peut bien le motiver pour aller à l'école. Et cet environnement-là, avant de chercher les médicaments contre la bilharziose et contre la dysenterie, contre la typhoïde, nous nous posons la question dans notre perspective, est-ce que vous avez un environnement sain pour que les causes de la typhoïde soient combattues avant de chercher les médicaments? Et là, nous faisons la réflexion dans des sessions de formation qui sont modulaires. Chaque module se fait tous les dimanches. Nous avons des modules de formation avant la prise en charge du projet lui-même par le paysan. Il en a plus ou moins conscience pourquoi est-ce qu'on a opté pour telle chose et pourquoi est-ce qu'on va dans tel sens. Eh bien, parce que, M. Benjamin, vous venez de nous rejoindre. Ce matin, nous avions déjà parlé dans une émission radiodiffusée de toutes ces activités de l'IPAMEC, mais j'ai posé une question principalement concernant la jeunesse. Et vous êtes là, vous nous avez rejoints. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour l'encadrement de la jeunesse? Oui, bien sûr. Déjà, il y a un projet dans lequel je me suis investi. Ça s'est fait au mois de juin, où on est rentré en contact, Stanis et moi, en Belgique, pour donc ce projet de balançoire et de plaine de jeu à Chibombo. Et ça commence, ça occupe les enfants une première fois. Alors après, bon, il faut que ça se développe. Je pense que ça ira plus loin et grâce aux quelques fonds que l'on a réussi à réunir en Belgique, je pense que le projet peut aller encore au-delà de ça et ça permet donc d'occuper les enfants. Maintenant, il faut aussi être là et comme Stanis me l'a plusieurs fois dit, un enfant occupé est un enfant qui ne sera pas dans la rue, un enfant qui ne traînera pas, qui ne restera pas dans la rue, quoi. Ah, donc, puisque vous parlez d'enfants, vous visez quelle tranche d'âge? Parce que dans une certaine conception, moi je suis encore enfant de ma mère. J'ai appris aussi que toi tu es enfant, tu es venu avec le père. Oui. Donc vous visez quelle tranche d'âge? Oui. Ça c'est parce que oui, en Belgique on considère enfant quelqu'un qui a moins de 15 ans, quoi. Hein. Quelqu'un qui est encore plus jeune dans sa tête, qui est capable d'entreprendre des choses, mais je veux dire après 15 ans on commence à rentrer dans une vie où on entreprend des projets personnels, tandis qu'avant on se laisse un peu guider par ses parents, quoi. Hein, quand on a ses propres choix, je pense, à partir de 15 ans, qu'avant on était encore fort influencé aussi par ses parents. Voilà. Mais quel est à long terme l'objectif poursuivi? Parce que est-ce qu'on montre comment il faut monter sur un cheval? C'est un exemple que je prends. Ah, oui. Et après on prend le cheval, on met dans le sac, on amène. À long terme, qu'est-ce qui est poursuivi comme objectif dans cet encadrement de la jeunesse? À long terme, c'est que la jeunesse qui elle-même est animée, à long terme, anime les enfants qui seront animés plus tard. Donc, c'est pour créer une sorte de cercle, je veux dire, c'est-à-dire l'enfant qui se souviendra, lui, ah tiens, le mois passé, on a été animé par les animateurs qui sont là et dont moi-même. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire ça avec les enfants qui sont là et donc recréer chaque année ou chaque mois peut-être une animation qui s'inspirerait de ce que l'on a créé ici. Donc avec effet multiplicateur, comme la formation de pères éducateurs, on peut se former. En se disant aussi, pour compléter un tout petit peu, que quand nous rassemblons, on suppose que demain déjà nous lançons la plaine de jeux demain, et en rassemblant autour de 300 ou 400 jeunes qui viendront, quand vous vous retrouvez avec tous les jeunes rassemblés comme ceci, comme dans le mouvement scout et autres, il y a toujours une dynamique ou une idée qui est cachée derrière. Créer une dynamique collective et communautaire. Nous avons toute la zone, par exemple, de Chibombo qui n'a pas encore une arborification assez poussée. Moi, je rêve qu'au bout d'un temps, ces jeunes que nous aurons autour de nous, même s'ils doivent jouer au football, qu'on les motive pour avoir leur ballon ou un nouvel équipement, ils doivent être en mesure de changer l'environnement immédiat dans lequel ils doivent vivre. Ils ne doivent pas être que des consommateurs. Nous devons être aussi en mesure de donner des pulsions
de responsabilisation aux jeunes qui se mettent dans la rue et qui se disent, bon, voilà, nous jeunes, nous avons la dynamique, nous avons l'énergie, qu'est-ce qu'il faut pour nous mettre en route? Pour vous parler des bons exemples que vous avez vus, j'ai trouvé par exemple que le centre IPAMEC a été garni des plantes et des plantules qui ont été faites par des jeunes rastas, qui ne sont même pas des jeunes, on dirait entre guillemets, fréquentables dans des milieux très classiques, mais qui se sont dit, voilà, c'est notre affaire, nous allons mettre la clôture au plan. Ils l'ont fait. Qui entretiennent le puits d'aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là, qui le font de leur cœur, parce qu'ils ont compris qu'au départ, ils sont venus pour s'amuser, et puis après, il faut entretenir ces affaires. Ok, pour terminer avec M. Benjamin, est-ce que c'est une expérience que vous avez déjà acquise ailleurs, ou vous venez expérimenter la première fois? Non, non, c'est une expérience que je connais bien, parce que moi-même, donc j'anime des jeunes en Belgique dans un mouvement scout de Belgique. Donc j'ai l'habitude d'animer, ça fait maintenant 4 ans que j'anime des jeunes donc, de 6 à 16 ans. Et j'ai fait partie de ce mouvement scout avant, et comme je disais, en étant animé, on a à son tour envie d'animer après. Donc de passer, je veux dire, dans la cour des grands, entre guillemets, de passer dans la cour de ceux qui apprennent aux autres, comme Stanis le disait, à vivre en groupe, et à savoir comment fonctionne une dynamique de groupe, comment on fait pour aller de l'avant ensemble, quoi. Ok, nous serons avec vous pour voir ce qui se passe sur terrain, pour porter mon témoignage, parce qu'il ne suffit pas d'être ici de parler, Non, alors qu'en réalité, sur terrain, il n'y a plus rien qui se fait, parce que je n'ai pas honte de le dire que j'ai vu, j'ai 40 ans ici, dans la province, et j'ai vu des choses, et il y a toujours eu beaucoup plus de discours que... Je ne dis pas que vous avez amené un discours, non. mais je serai sur le témoin, sur le terrain pour être témoin. Si je peux revenir à Stani, quelles sont les perspectives d'avenir pour les premiers ou bien vous vous arrêtez là, vous êtes satisfait, comblé, c'est tout? Non, les perspectives d'avenir, il y en a quelques-unes, même plusieurs. D'abord, la plus grande, la plus globale et la plus grande, c'est que ce soit qu'on voit au moins ce qui se fait ici, c'est admiré à Tchibombo, ce qui se fait mieux, que ce soit démultiplié partout ailleurs, pour que notre province soit aussi un lieu dans lequel nous pouvons trouver vraiment des créneaux de développement dont on peut être fier. Ça, c'est une des choses, mais par après, dans les actes et dans les plannings d'action, il y a encore de l'adduction à faire, il y a des installations, des panneaux solaires qui doivent venir, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent accompagner encore cette population, et pourquoi pas aussi, comme on le faisait, me laisser interpeller, avoir des tuyaux, des canaux à ouvrir ici sur Mbujimai, parce que le Tchibombo n'est pas si loin de Mbujimai, pourquoi ne pas avoir des retombées sur la ville? Vous avez pris certainement de contact pendant les brefs jours que vous avez déjà passé ici. Et vous connaissez mieux le milieu, vous connaissez comment on interprète les idées de développement. Est-ce que cette fois-ci vous avez eu une oreille attentive ou vous êtes encore buté à des pierres? Oui, mais je crois que les deux, il y a eu des oreilles très attentives. Je dois avouer qu'on a eu des échanges avec certains cercles qui ont été très édifiants, et je me dis, bon, je me ferai aussi le devoir de répercuter ça dans mon milieu de vie ordinaire, si c'est faisable, mais il y a des obstacles, c'est qu'on doit améliorer le fait de la facilité de ceux qui viennent travailler pour changer l'environnement ici chez nous. Si on peut le faire, ce serait une très bonne chose, parce que le Kasaï a, je crois, le droit de réclamer de ses fils qu'il le rendent beau ou belle, notre vie de Mbujimai. Parce que vous avez parlé du Kasaï, je voudrais peut-être terminer par là, poser une question précise. Il y a 3 ans maintenant que la communauté kasaïenne se vide. Oui. Les familles entières quittent la ville de Mbujimai, pas pour rentrer au village et vivre, mais pour aller sur d'autres villes, pour, disent-elles, mieux vivre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour indiquer ces mouvements et améliorer tant soit peu les conditions socio-économiques de la province pour les garder ici?
Oui, je pense. Une idée. Oui, une idée pour moi, c'est que nous nous mettions tous à retravailler, c'est peut-être faire ça pour la politique de son propre clocher ou quoi. Ce que nous nous mettions tous à améliorer le panier de la ménagère. Parce que les gens qui quittent ici, qu'est-ce qu'ils vont chercher? C'est à trouver un bol alimentaire, mais ailleurs. Avant de chercher d'autres structures, ils vont résoudre une question alimentaire. Pourquoi ne pas nous mettre en synergie des personnes, des agents de développement, et qu'on se dise, bon, qu'on retrouve des solutions de résorber cette crise en allant d'abord dans le créneau de la sécurité alimentaire avant de trouver d'autres sécurités. Ça, je pense, c'est la première des choses. La deuxième que je pourrais peut-être proposer, c'est au niveau des médias et de nous avoir le résultat de notre combat dans notre province. Voilà un peu comment je réponds à cette question. Ah, tout à fait. Monsieur Benjamin, pour finir avec vous, quel est le message que vous pouvez lancer à la jeunesse que vous allez encadrer? Qu'est-ce qu'elle peut espérer? Le message, qu'est-ce qu'elle peut espérer ou le message que j'aimerais leur donner? Les deux. Le message que j'aimerais leur donner, c'est d'entreprendre comme dans tout. D'entreprendre, c'est-à-dire donc comme ça disait, de participer au panier de la ménagère, de chacun de sa façon, de pouvoir